Chers civiliens, chères civiliennes, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous trouvez bien sûr sur notre globe terrestre. Bienvenue à la rencontre civilienne 21C. C'est la 21C qui porte toujours et encore sur les écoles de la société civile. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Lors de cette rencontre civilienne 21C, nous allons enfin aborder de manière plus directe et approfondie ce que sont ces fameuses écoles de la société civile. Lors de la rencontre civilienne précédente, c'était la 21B, nous avions montré en quoi c'était dans le fond une mission impossible pour l'État de gérer dans les meilleures conditions à espérer l'école et en quoi il était dès lors nécessaire de concevoir au XXIe siècle une école qui serait dorénavant gérée par la société civile et de manière plus précise, c'est-à-dire par les enseignants eux-mêmes et par les parents. Bien sûr, tout ça peut susciter beaucoup de questions, d'autant plus que ces écoles de la société civile, dans l'esprit civilien, ce sont des écoles qui perçoivent de l'argent public. Mais nous avions commencé à le préciser, de l'argent public pour des écoles de service public, certes, mais qui ne sont pas des écoles qui font du bénéfice, ce ne sont pas des structures privées, elles sont bien de service public. Il ne s'agit pas de rentrer dans un système éducatif marchand ou marchandisable. Voilà, donc ça c'était pour un bref rappel de quelques points que nous avions abordés lors de la rencontre 21B et lors de la vidéo 21A, nous avions introduit le sujet en quelque sorte. Venons-en au fait, Michel, que sont finalement ces écoles de la société civile? Abordons cela de manière un peu plus concrète aujourd'hui, et c'est évidemment ce qui est attendu par les civiliens qui participent à ces rencontres. Oui, alors comme tu l'as rappelé, ces écoles de la société civile sont des écoles qui font intervenir les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants et les parents. Et en plaçant les écoles de cette façon-là, nous sommes tout à fait dans ce qui est contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, donc la déclaration qui est la base, la charte de base de l'ONU, hein, et notamment l'article 26 alinéa 3 qui dit très précisément les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Alors ça, c'est un élément quand même qui devrait interpeller, d'abord parce que la plupart des pays sont signataires de ce texte-là et ils ne l'appliquent pas, notamment les pays occidentaux, qui n'appliquent pas cette disposition qui donne le droit aux parents de choisir, qui leur donne la mission, en fait, de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Donc ça n'est pas confié à l'État. Et ça, c'est remarquable. Quand on a voulu rebâtir l'après-guerre, on va dire, eh bien, on n'a pas donné à l'État ce rôle central de l'éducation. Alors, la plupart des États l'ont conservé dans euh, dans leur constitution, mais ils ne sont pas en accord à ce moment-là avec cette charte universelle. C'est comme une chance manquée, en fait. On est passé un peu à côté de cette chance que nous a offerte cette déclaration qui datait de l'après-guerre 1948, si je me souviens bien. Et oui, 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 1948, et on aurait dû se dire, mais mettons l'éducation sur d'autres bases que celles qu'elle avait avant. Et on n'a pas saisi cette chance-là. Et le fait que ce soit remis aux parents, c'est-à-dire aux familles, ça indique aussi quelque chose de très très intéressant, parce que ce qui a à faire avec l'éducation, c'est au fond de la culture. Et qui transmet la culture? Est-ce que l'État peut transmettre la culture? Ou alors il transmettrait une culture uniformisée sur tout le territoire. Mais la culture, en fait, où elle naît, où naît-elle? Elle naît dans les terroirs, dans les régions,
chaque région, chaque terroir a sa culture. C'est comme dans l'agriculture. C'est peut-être pas un hasard que il y a le mot culture dans les deux. Hein. En agriculture, on on n'aurait jamais l'idée d'uniformiser, par exemple, le goût des vins et de définir, de normaliser le goût que devraient avoir les vins et que les Bordelais et les Beaujolais et les vins de Touraine, etc., aient tous un goût uniformisé. On est au contraire content, et c'est la richesse, notamment d'un pays comme la France, d'avoir tous ces terroirs pour les vins, pour les fromages, pour encore d'autres choses. Et ce qui est ce qui se révèle au niveau du goût se révèle aussi dans beaucoup de détails de la culture, d'un terroir, d'une région, etc. Donc, l'éducation, en fait, devrait suivre la même tendance, et c'est la région, je ne parle pas de la région en tant qu'administration, mais le terroir, hein, c'est le terroir, c'est la famille aussi, qui est le vecteur par lequel la culture se transmet. Enlever ceci à la famille, enlever ce rôle, alors on dira peut-être que les parents ont, peuvent toujours continuer. Oui, mais les matières scolaires, beaucoup d'éléments qui sont faits aussi de ce qui est fait à la maison, tout ceci nécessite un travail de coordination entre l'école et la maison. Et on ne peut pas régler ça depuis la capitale du pays. Ces choses doivent être faites dans la vie, dans toutes les subtilités de la vie, comme ce qui caractérise un vin, un terroir, etc. C'est extrêmement subtil. Et on devrait laisser cette subtilité entrer dans l'éducation, et l'éducation devrait se différencier en fonction des terroirs, des familles, etc. Mais alors se pose une question, Michel, et qui est une question qui est déjà présente aujourd'hui dans l'enseignement et depuis longtemps. Si, en effet, il y a une différenciation des cultures, une individualisation, on pourrait dire, des cultures, qu'en est-il alors pour des situations où des enfants changent d'école et de «terroir» entre guillemets? Est-ce s'il n'y a pas uniformisation de la culture éducative, de l'enseignement, des enfants passent d'une école à l'autre, comment vont-ils pouvoir, poursuivre l'enseignement en passant d'une première école à une deuxième école où la culture serait sensiblement différente, alors que nous sommes à l'époque moderne, à une époque où les personnes se déplacent, voyagent pour des raisons professionnelles, s'installent en différents lieux. C'est notamment fortement le cas en France. Comment est-ce qu'on peut, en venir à bout de cette problématique-là, s'il y a une individualisation et non pas une uniformisation, radicale quelque part de l'enseignement et de la culture? Oui, on est à une époque où on bouge beaucoup, mais on bouge aussi d'un pays à l'autre et d'une langue à l'autre. Donc, et ce qu'on constate, c'est que les enfants, et les élèves, lorsqu'ils changent de pays, bien sûr, il leur faut un petit temps d'adaptation pour pouvoir parler la langue et pouvoir suivre l'école et les cours, mais en réalité, ils y arrivent. On a beaucoup d'élèves qui sont amenés à changer d'école et à devoir changer de langue. Et alors, s'ils n'ont pas à changer de langue, c'est encore plus facile. Toute la question, c'est la question d'adaptabilité de l'enfant. Et comment on travaille sur l'adaptabilité et la mobilité culturelle des élèves. Plus on normalise l'éducation, plus on est dans le savoir par cœur, connaître les définitions, etc., moins on va développer la chose essentielle, souvent répétée dans les annonces de réforme, comme un slogan, mais qui ne devrait pas être un slogan, c'est apprendre à apprendre.
C'est-à-dire que si l'élève, on travaille sur sa capacité à devenir mobile dans les apprentissages, il a tout à gagner à cela, parce qu'il sera mobile quand il changera d'école, et il sera mobile dans la vie après, plus tard. Si quelque chose change dans son métier, par exemple, il pourra tout de suite rebondir et trouver la façon de s'adapter à des modifications qu'il y a dans la façon d'exercer son métier, par exemple. Tout ça est lié sur la façon dont on travaille sur la mobilité et la créativité. Et cette mobilité, cette créativité, elle ne peut être que renforcée par le fait qu'on on travaille sur des éléments vivants et non pas sur des éléments abstraits, ce qu'on appelle les savoirs de base. Avec cela, tu viens de mettre l'accent sur une des motivations principales à développer des écoles de la société civile, plutôt que de fonctionner uniquement avec des écoles d'État, à savoir développer la mobilité et la créativité chez les enfants. Ce que l'on peut, et on va le voir en le présentant progressivement, ce que l'on peut justement espérer développer bien davantage avec des écoles de la société civile, plutôt qu'avec une structure uniforme et uniformisée Et de monoculture, hein. La et de monoculture. monoculture qui devient finalement une culture hors sol. Et c'est vraiment le grand reproche que l'on peut faire à, à ce qui émane d'une éducation d'État, c'est qu'elle devient monoculture et donc culture hors sol qui n'est pas enracinée suffisamment dans le terroir, la variété des familles, etc. Dans le fond, il me semble, Michel, que lorsque existe cette préoccupation qui est légitime du passage d'enfants d'une école à l'autre, c'est qu'il y a des craintes, il y a des peurs en arrière-plan. C'est que l'enfant ne puisse pas s'adapter, que ne puisse pas, se développer correctement. Tu viens au contraire ici de montrer qu'il faut bien sûr accompagner les enfants, mais cela peut se faire de les accompagner et on va ainsi créer des conditions où ils peuvent développer leurs facultés de mobilité, d'adaptabilité, leur capacité d'apprendre à apprendre. Mais il y a quand même d'autres peurs qui peuvent exister. Est-ce que si, l'État n'intervient plus, voire plus du tout, on ne va pas se retrouver ou dans des situations où dans certaines de ces écoles de service public, on trouverait même plus les savoirs de base? Est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer dans une situation où c'est l'arbitraire le plus complet finalement qui domine, ce qui serait encore bien plus effrayant que ce qu'on vient d'évoquer précédemment? Oui, alors cette objection, elle est tout à fait compréhensible, mais il faut voir que très souvent, lorsqu'on parle de donner un peu plus de liberté à l'éducation, on a tout de suite des craintes qui viennent parce qu'on s'imagine que les enseignants et les parents vont commencer par mal faire, comme si ça va être tout de suite la norme. Alors, c'est assez bizarre parce que si des enseignants, par exemple, se consacrent à l'éducation, c'est qu'ils ont envie de bien éduquer les enfants et de bien les enseigner. Ça, c'est quand même le point de départ. De même que quand quelqu'un devient un médecin, on, on imagine qu'il veut soigner et non pas rendre ses patients malades ou encore plus malades. Donc, cette question-là est très particulière avec l'éducation et l'école, parce qu'on soupçonne déjà d'emblée et en amont que les acteurs de l'éducation voudront mal faire. Et ça, c'est contraire à toute notion de droit où on présuppose d'abord que la personne est innocente et non pas déjà coupable a priori. Donc là, c'est une première remarque que je voulais faire là-dessus parce que c'est un des points qui empêche finalement une réflexion
apaisée et sereine sur l'évolution de l'éducation, parce qu'on vient avec ce genre de choses qui bloquent tout débat. L'autre chose, c'est qu'on suppose qu'il pourrait y avoir des enseignants qui n'apporteraient pas les savoirs fondamentaux, le socle de connaissances, etc. Hein. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, qui ferait ça? Combien d'enseignants, combien d'écoles n'auraient pas parmi les objectifs, mais seulement parmi les objectifs, d'apporter ce qu'on appelle les savoirs de base? Ça va de soi que pour s'intégrer dans la société, il faut savoir lire, il faut savoir compter, il faut savoir faire toutes les choses qui sont normalement dans le programme des écoles de l'éducation nationale, mais qui ne doivent pas devenir le seul objectif. Ça veut dire que les écoles de la société civile vont travailler sur bien d'autres aspects autrement. Elles vont être inventives, créatives, et elles vont amener beaucoup plus de choses que ce que j'ai appelé l'autre fois le squelette que représentent les savoirs de base, le squelette de la connaissance, c'est-à-dire les savoirs, comme on l'a vu la dernière fois. Supposons qu'il y ait à un moment donné, dans une école de la société civile, un professeur qui n'apporte pas suffisamment d'éléments dans le domaine, par exemple, du calcul, des mathématiques, etc. Hein. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver à ce moment-là? Pour ça, moi, je considère 3 cercles dans une école. Ce que j'appelle, alors ce ne sont pas des cercles formels, hein, le cercle des élèves, c'est-à-dire l'ensemble des élèves de l'école, l'ensemble des élèves d'une classe, hein, qui ne sont pas constitués forcément en cercle formalisé. Supposons qu'on ait, par exemple, un professeur qui n'apporte pas suffisamment d'éléments dans un domaine comme la littérature, la grammaire ou les mathématiques. Les élèves vont le remarquer, ils vont s'en rendre compte, parce qu'ils ont des copains dans d'autres écoles, ils voient dans d'autres classes, ils ont leurs frères et sœurs, bref, ils parlent aussi avec des cousins, cousines, ils vont se rendre compte de certaines choses. Et ils vont en parler avec les parents vont aussi voir ce qui est fait à l'école. Ils vont aux réunions de classe. Et dans les écoles de la société civile, il est à souhaiter qu'il y ait beaucoup plus de collaboration pédagogique entre les parents et les enseignants. Donc on a ce qu'on peut appeler le cercle des élèves, on a le cercle des parents et on a le cercle des professeurs. Un des 3 cercles va bien remarquer quelque chose et va en parler. C'est-à-dire que les enfants qui parlent à leurs parents, les parents vont peut-être dire « oui, mais il faudrait aller voir ce professeur et voir qu'est-ce qu'il fait ou interpeller l'équipe des professeurs. » Et les choses vont changer à ce moment-là. Si les choses ne changeaient pas, on va en parler après, le conseil de coordination pourrait intervenir. Hein. Mais restons d'abord sur ces 3 cercles. C'est un élément extrêmement vivant dans une école, pas forcément formalisé comme je l'ai dit. Hein. Il peut y avoir bien sûr un cercle constitué des parents, mais ça peut être aussi les parents qui, dans l'enceinte ou parmi les parents disent « ah tiens, mais là, il y a quelque chose qui est particulier » et ils vont interroger éventuellement leurs enfants et ils vont aller voir les professeurs. Alors moi, j'ai
je connais hein, des cas qui sont arrivés. Alors il y a un cas tout à fait spécial d'une école où on a soupçonné, là c'était pas une insuffisance de l'enseignement, à ce niveau-là il n'y avait aucune plainte de la part des parents. C'était une école qui pratiquait la méthode Montessori avec une institutrice formée, compétente, etc. Mais le bruit a couru un vendredi que cette institutrice et puis certaines personnes, et même peut-être certains parents, étaient liés au temple solaire. Ça remonte à bientôt 20 ans, hein, cette histoire du temple solaire, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et le bruit a couru un vendredi après-midi. Le lundi, l'école fermée parce que 2/3 des enfants avaient été retirés de l'école par les parents. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un week-end, les parents avaient réagi très rapidement et l'école a fermé. C'est un exemple un peu extrême, mais ça montre comment les parents qui s'impliquent dans l'école, et ils étaient très impliqués dans cette école, ce qui est le cas avec la méthode Montessori. Ça n'est rien, ce que je suis en train de dire n'est rien, ça n'a rien à voir avec la méthode Montessori, c'était autre chose. C'était un soupçon de lien de certaines personnes avec le temple solaire. Mais la méthode Montessori, qui est une excellente méthode pédagogique, les parents en étaient contents. Mais pour une autre raison, ils sont intervenus et ils ont fait en sorte que c'est l'école qui a fermé dans ce cas-là. Alors il y a un autre exemple que je peux citer, que j'ai vécu dans une école. Là, il s'agissait d'une école Steiner-Waldorf, hein, et un professeur qui était un excellent professeur, à un moment donné, pour une raison étonnante, s'est mis à parler avec ses élèves, a commencé à leur dire une théorie qui était un peu à la mode à cette époque-là, une théorie comme quoi la Terre était creuse. Alors, je ne vais pas développer cette théorie que je connais d'ailleurs pas dans les détails, mais ça a semblé, les élèves ont été un peu étonnés. Ils en ont parlé de retour à la maison et ils en ont parlé, c'est ce qui a été rapporté par les parents, ils en ont parlé en riant. Ils n'avaient pas pris la chose au sérieux, alors que le professeur était sérieux dans cette chose-là. Mais les parents se sont dit quand même, c'est un peu bizarre. Ils sont allés en parler avec le professeur, et le professeur a confirmé que lui pensait que c'était une théorie qu'il fallait considérer. Alors les parents sont allés voir les enseignants, l'équipe, le collège des enseignants, qui a immédiatement réagi, a parlé avec le professeur et a convenu avec lui qu'il n'amène plus jamais une telle théorie. Le professeur a été d'accord, il s'est engagé à cela. Il a continué avec cette classe pendant plusieurs années et tout a bien été parce que c'était un excellent pédagogue par ailleurs. Mais il a mis de côté cette question-là. Ça montre comment le cercle des élèves, le cercle des parents et le cercle des professeurs, trois qualités d'écoute de ce qui se passe dans l'école, fait que on peut réagir et immédiatement remettre les choses en place. Ça peut aller très très vite. J'aurais d'autres exemples comme ça. Par exemple, d'une professeure qui avait tendance à culpabiliser les élèves. Elle faisait bien son travail.
Elle apportait tous les enseignements qu'il fallait, enseignements de base, fondamentaux, etc. Il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Mais il y avait un mal-être chez les élèves et il a fallu un petit peu de temps pour que les parents comprennent qu'il y avait cette question de culpabilisation. Les parents ont saisi l'équipe des professeurs qui a parlé avec cette maîtresse et peu à peu, il s'est avéré qu'il y avait effectivement quand même un, un problème pédagogique. Et il a été convenu que le problème quittait, pardon, il a été convenu que le professeur quittait l'école. Et un autre professeur a pris en charge la classe. Les exemples que tu donnes illustrent qu'il peut toujours y avoir des dérives possibles dans des écoles ou des risques de dérive, mais ces 3 cercles qui sont des réalités vivantes sont là aussi en tant que garde-fous, en fait. Tandis qu'habituellement, on se représente toujours: «Ah, face aux dérives, on ne peut que s'appuyer sur l'État. Lui seul peut l'État et toutes les structures liées peuvent, nous garantir, d'éviter ce genre de dérive». Eh bien non, il existe une réalité vivante dans l'école, d'autant plus que dans les écoles de la société civile, comme tu l'as mentionné, l'implication et l'engagement, notamment du cercle des parents et du cercle des enseignants, est d'autant plus forte qu'il n'y a pas une autorité extérieure pyramidale qui porte certaines responsabilités. Ces responsabilités sont mises dans les mains, notamment des enseignants et des parents. Et je trouve aussi autre chose qui était très éclairant à travers les exemples que tu donnes, c'est que, on postule à tort qu'il pourrait y avoir de mauvaises intentions chez des parents ou chez des enseignants, mais on vient de voir justement que ce ne sont pas des structures, des cercles uniformes. Il y a toutes sortes de personnalités avec des orientations de pensée et de pratiques très différentes les unes des autres, mais en outre, on pourrait très bien tout aussi bien postuler de «mauvaises intentions» entre guillemets dans les mains de l'État. N'a-t-on pas vu constamment au cours de l'histoire récente des États ou des États-nations qui instrumentalisent l'éducation et l'école pour atteindre certains objectifs politiques pas toujours, très avouables ou peut-être pas toujours, très «positifs» entre guillemets? Il n'y a pas de raison de faire porter les soupçons plutôt sur les parents et les enseignants que sur l'État dans le fond. Mmh. Exactement, il n'y a pas de, il y a pas de raison de le faire ainsi. On sait par exemple qu'on a pu instrumentaliser des matières comme l'histoire pour faire passer un certain nombre de messages gouvernementaux. Il y a beaucoup de pays qui ont fait ça. C'est un exemple. Hein. Mais voilà, donc je crois que justement, il faut sortir des, des clichés comme quoi l'État apporterait une garantie, parce qu'on a aussi combien d'exemples de professeurs. Je ne veux pas raconter trop de détails, mais il y a des professeurs qui jetaient des dictionnaires à la tête des élèves parce que les élèves disaient telle ou telle chose. Enfin, il y a quantité d'exemples de professeurs dans l'éducation nationale qui, ont fait des choses et qui semblent impossibles et qui pourtant restaient à leur poste pendant des années. Donc, je crois que ces 3 cercles qui sont des entités vivantes, comme tu l'as dit, sont, donnent une garantie d'une réactivité en cas de dérive ou de problème, une réactivité beaucoup plus forte que ne peut l'avoir un appareil d'État. C'est donc on a tout à gagner là-dedans. Hein. Et s'il y avait quelque chose qui risquait de passer sous la perception des parents et des professeurs et des élèves, il pourrait y avoir encore d'autres instances qu'on va présenter maintenant qui remarqueraient le problème. La première instance, c'est ce que on pourrait appeler l'institut d'audit.
On en a parlé lors de la rencontre civilienne 19B et on avait dit que c'était quelque chose qui devait être présent pour tous les services publics, lorsqu'on a présenté le modèle de service public civilien. Eh bien, les écoles de la société civile, en tant que service public civilien, elles devraient travailler avec un institut d'audit qui auditerait à la fois la pédagogie et auditerait aussi l'emploi des fonds publics. Il doit être employé conformément à la charte des écoles de la société civile. Donc il y aurait un audit financier, un audit social et un audit pédagogique. S'il y a un audit pédagogique, c'est donc qu'il y a une espèce d'élément de référence pour faire l'audit sur le plan pédagogique. Est-ce qu'on ne retombe pas alors là dans le fonctionnement de l'État? Parce que c'est finalement peut-être une référence étatique qui va être utilisée pour réaliser l'audit. Ou bien est-ce que les écoles de la société civile peuvent établir leurs propres références? Est-ce qu'elles peuvent établir leur propre programme pédagogique, leur propre, comment est-ce que ça fonctionne vraiment? Y a-t-il une autonomie à ce moment-là? Et oui, bien sûr, et ça c'est important parce que sinon, si c'est pour refaire un programme national, ça n'est, on n'arriverait pas à une individualisation dans le sens de ce que j'ai dit par rapport à la culture qui serait suffisant. Cette, ceci nécessite d'avoir que chaque école définisse son projet pédagogique et donc ce qui va être fait à tel âge, dans telle classe, etc. Tout ceci doit être détaillé dans un document, le projet pédagogique et le projet d'établissement. Pourquoi parler de la différence entre les deux? C'est que le projet pédagogique, par exemple, peut se référer à un courant pédagogique, par exemple Freinet, Montessori, Steiner, etc. Hein. Ce projet pédagogique, donc, aura comme base le projet pédagogique général, par exemple, de Montessori. Hein. Mais ensuite, il y a la façon dont l'établissement va décliner ce projet pédagogique, et donc on aura le projet d'établissement aussi. Hein. Les deux doivent être élaborés et mis par écrit, donnés aux parents. Et c'est en fait quand les parents s'engagent dans l'école, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs enfants dans l'école, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec le projet pédagogique et le projet d'établissement, ils l'acceptent. Et on verra dans certains cas que, par exemple, si quelque chose manque, par exemple dans telle classe, il est prévu telle chose, etc., si ça manque, les parents vont peut-être dire, mais qu'est-ce que vous faites pour pallier à ce manque? Ça veut dire que ça donne une garantie dans les deux sens. Les parents et les professeurs s'engagent vis-à-vis de il y a un double engagement vis-à-vis de ce projet pédagogique. Cette transparence, elle existe déjà aujourd'hui dans maints États, qui imposent d'ailleurs l'existence d'un projet pédagogique ou d'un projet d'établissement aux différentes écoles. Si je comprends bien ce que tu dis, ici, on aurait une autonomie qui serait totale à ce niveau-là. Contrairement à ce qui fonctionne dans certains États où certes, on dit que le projet pédagogique et d'établissement sont déterminés par les équipes pédagogiques ou d'établissements, etc. Mais en réalité, il y a toujours quand même une référence commune à laquelle doivent, en quelque sorte, auquel il faut se soumettre, qui est celle du programme national ou des socles de compétences ou que sais-je. Donc on a quand même un cadre qui est déterminé, qui est limité et qui est restreint par l'État. Donc cette autonomie, elle est elle aussi tout à fait limitée ou relativement fortement limitée. Ce point-là, il faut vraiment le mettre en avant parce qu'on n'a au fond pas beaucoup d'alternatives. Hein. Si on ne va pas vers une liberté totale de l'enseignement, mais liberté ne veut pas dire faire n'importe quoi. Hein. Euh, si on
on veut maintenir un programme d'État, par exemple, hein, ou un certain nombre de normes, dire à tel âge, telle chose doit être faite, etc. Si on fait ça, ça va peu à peu, le projet pédagogique va prendre pour objectif ces normes-là, et il va se rétrécir. C'est ce qu'on constate. Il faut donc avoir le courage de se dire non, donnons cette liberté pédagogique de déterminer par exemple les rythmes d'apprentissage. Les écoles d'État vont dire on devrait savoir lire à tel âge, on devrait savoir les 4 opérations à tel âge, etc. Mais certains courants pédagogiques peuvent dire non, nous ne sommes pas d'accord avec cet objectif d'âge. Nous pensons que la maturité, pour pouvoir acquérir telle chose, apparaîtra plus tard. Et dans ce cas-là, laisser le temps à l'élève, laisser plus de temps à l'élève, surtout si il a ce qu'on pourrait appeler un développement lent au niveau intellectuel, lui laisser plus de temps pour pouvoir acquérir ces éléments-là. Qu'est-ce que ça peut faire si je sais lire à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans ou 10 ans? Quelle est la différence? Si on regarde dans sa vie et qu'on regarde en arrière, on se rend compte que 2 années de différence, par exemple, ne posent aucun problème. Je veux dire par là, c'est juste un exemple, que les rythmes d'apprentissage donnent une contrainte dans l'enseignement qui vont faire que l'enseignement va se rétrécir et se focaliser sur ces contraintes-là, et qu'on a tout intérêt à ne pas avoir ces contraintes. L'important, c'est que l'élève puisse s'intégrer dans la société sans avoir été bloqué par certaines choses durant sa scolarité. Qu'il puisse avoir une scolarité la plus large possible. Et qu'on ait du temps, au lieu de se focaliser sur un certain nombre d'apprentissages, que l'on ait du temps pour pouvoir faire d'autres choses. Et l'on s'apercevra à ce moment-là qu'en faisant d'autres choses, on éveille certaines capacités d'apprentissage qui font que le retard apparent par rapport à une certaine norme, ce retard apparent se rattrape très vite. Parce qu'on aura développé la capacité d'apprendre à apprendre, et qu'à ce moment-là, lorsqu'on a cette capacité-là, eh bien, son retard apparent en mathématiques ou en français, ou etc., on le rattrape en quelques semaines ou quelques mois. Donc, cette question de normes doit être mise de côté. Et chaque projet pédagogique doit faire ses preuves. Et c'est les parents et les élèves qui vont se rendre compte si ils ont l'impression qu'un élève qui a l'impression qu'il n'apprend rien dans une école, il a envie de changer d'école. Un élève qui n'apprend rien, ses parents vont s'en rendre compte et ils vont vouloir changer l'enfant d'école si l'école ne réagit pas. Alors bien sûr, face à cela, il faut aussi dire qu'il ne s'agit pas d'imposer maintenant une transformation totale et immédiate de l'éducation d'État en école de la société civile. Ceux qui n'auraient pas confiance dans cette forme-là, pas encore confiance parce qu'ils ont besoin de voir les résultats de l'expérience, eh bien, ils peuvent rester au sein de l'école d'État. Il s'agit de garder l'école d'État dans sa forme actuelle, de créer l'ouverture pour la création d'écoles de la société civile, et peu à peu, les choses montreront leur propre valeur et le processus sera évolutif. Et ce d'autant plus que, c'est quelque chose aussi qui est un apprentissage pour les parents comme pour les enseignants, que de gérer, de fonctionner dans une école autonome.
réellement indépendante d'un point de vue pédagogique et de sa gestion de l'État. Mmh. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes comme ça d'emblée à faire ce pas-là, pour toutes sortes de raisons qui peuvent être tout à fait légitimes d'ailleurs. Et d'autre part, il y a une maturité, une maturation qui est nécessaire. Nous connaissons aussi des exemples d'écoles de la société civile qui ont pu dysfonctionner du fait d'un manque encore de maturité des équipes pédagogiques. C'est quelque chose qui doit encore s'apprendre et se développer aussi. Mais ça ne pourra se développer qu'à la condition qu'il y ait des acteurs qui se jettent à l'eau et que cette autonomie soit réelle, constitutive de ces écoles de la société civile. Tant qu'il y a la tutelle de l'État ou de structures analogues, cet apprentissage-là ne peut pas se faire. Mmh. Oui, ça sera toujours un frein. Ce dont on a besoin, c'est simplement qu'il y ait des garde-fous, d'un côté, et que d'un autre côté, on laisse le temps à la fois aux enseignants et aux parents de fonctionner, comme tu l'as dit, de façon autonome. C'est un apprentissage. Et ça, ça touche un élément très très important de ce que nous appelons la civilianité, être civilien. Pourquoi on a créé ce terme de civilianité? C'est parce que le mot citoyen est un mot qui s'est complètement figé. La notion de citoyenneté c'est figé parce que on a cru que ça y est, nous sommes en démocratie, donc nous sommes citoyens et nous avons les compétences de citoyens. En réalité, des compétences, ça s'acquiert et dans tous les domaines. Et dans le domaine de l'éducation, les parents doivent apprendre à être parents. Et ça, c'est une grave, grave erreur de la notion d'éducation d'État. Lorsque l'État dit nous nous chargeons de l'éducation, alors, d'une certaine façon, il a laissé les parents devant la porte de l'école. Bon, on va dire il y a des réunions de parents, etc., mais c'est pas un travail pédagogique réellement, pas en tous les cas au sens où moi je peux le concevoir. Un vrai travail pédagogique avec les parents, ça va beaucoup plus loin. Et les parents sont contents lorsque dans des réunions de classe, par exemple, ils peuvent euh, en apprendre un peu plus sur la façon dont un enfant peut être enseigné et éduqué. Ça veut dire que la compétence des parents en éducation, c'est comme dans tous les domaines de la civilité, ça doit s'acquérir. On doit apprendre à éduquer. Ce dont les parents ont besoin, c'est de pouvoir se former. Et ils trouveront cette possibilité dans les écoles de la société civile qui prendront en compte cette dimension de la formation pédagogique des parents. On a trop souvent dit que les parents ont démissionné. C'est une chose qu'on entend très souvent. Moi, je crois qu'il faut dire la chose autrement. L'éducation nationale, ça va peut-être sembler un peu fort, a démissionné les parents, croyant bien faire peut-être, mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle n'a pas permis aux parents d'apprendre à être parents. Et on en voit les résultats aujourd'hui dans la société. Donc, les écoles de la société civile pourraient devenir un lieu où il y a l'éducation et l'enseignement des élèves, mais aussi une possibilité pour les parents qui le souhaitent de se former. Et les parents ont beaucoup de questions. Quand on leur donne la possibilité de travailler sur ces questions, ils ont beaucoup de questions sur mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans telle ou telle situation? Et ça devient de plus en plus difficile pour les parents aujourd'hui de pouvoir assumer leur rôle parce qu'ils sont démunis. Donc c'est une des grandes chances que pourraient offrir les écoles de la société civile, c'est de permettre aussi d'intégrer que les parents puissent aussi faire un chemin dans leur capacité pédagogique. Et toute la société a intérêt à cela Et les enseignants, un chemin dans leur capacité de gestion autonome de l'école. aussi. Aussi.
D'autant plus que l'on attend des enseignants qu'ils éduquent à l'autonomie des élèves. Et oui, Dès lors, puisque ça fait partie des missions même de l'enseignement, de l'école, d'éduquer à l'autonomie des élèves, il faut qu'eux-mêmes puissent expérimenter réellement une autonomie accrue dans leur capacité de gérer l'école. la liberté ne s'acquiert pas si on l'exerce pas, hein. Chères civiliennes, chers civiliens, nous venons d'examiner dans la première partie de la vidéo 21C, consacrée aux écoles de la société civile, la notion très fondamentale de l'autonomie de ces écoles par rapport à l'État ou à toute autre instance extérieure. Comment cette autonomie pourra être mise en œuvre dans les grandes lignes? Comment elle pourra être expérimentée, développée pas à pas? Il existe une deuxième partie à cette vidéo 21C qui est sa suite. Dans cette deuxième partie, nous allons découvrir de manière plus pratique encore comment ces écoles peuvent être évaluées ou auditées de manière tout à fait autonome par rapport à l'État, ainsi que ce sur quoi porte concrètement l'audit. Surtout, nous examinerons aussi les relations et l'organisation des écoles autonomes de la société civile, les unes par rapport aux autres. Comment peuvent-elles coopérer pour mieux répondre aux besoins pédagogiques du territoire, quel que soit leur courant pédagogique? Comment de nouvelles écoles peuvent-elles naître? Comment sont-elles financées? Etc. Visionner la deuxième partie stimulera votre imagination créatrice. Nous vous invitons aussi à surfer sur la page web www.civilien.info/21 pour y découvrir un exemple de charte des écoles de la société civile ainsi qu'une petite liste de questions-réponses, des questions fréquemment posées au sujet des écoles de la société civile. A tout de suite pour la découverte de la partie 2 de la vidéo 21C.